y a 23 ans, il a quitté le Bronx à New York, où il est né, pour Paris en France. Un temps journaliste pour le Time Magazine, Jake Lamar est écrivain. Comment a-t-il vécu cette élection, cette victoire de Donald Trump? A-t-il été aussi surpris que la majorité des médias? Eh bien, nous allons lui poser la question, puisqu'il est notre grand témoin. Bonsoir, Jake Lamar. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Postérité, paru aux éditions Rivage. Alors, vous avez suivi ce scrutin en direct. Vous avez voté, puisque vous êtes américain. Est-ce que vous avez été surpris par le résultat? Choqué, hein? Bouleversé. Non, je suis complètement... c'était complètement inattendu pour moi. Et ce qui m'inquiète chez Donald Trump est le fait qu'il n'a pas une idéologie reconnaissable en tant que gauche ou droite. Il est vraiment un culte de personnalité. Hein? Il a créé quelque chose que le nom le plus juste serait trumpisme. Ce n'est pas reconnaissable comme une idéologie républicaine ni démocrate. Pour vous, on est dans l'inconnu et vous allez fort puisque vous dites que Trump, c'est un peu le Frankenstein des républicains, mais qui l'a créé, ce monstre? Oh, ça a commencé, je dirais, avec la présidence de Ronald Reagan et cette attitude contre le gouvernement. Mais Ronald Reagan était gouverneur de Californie. Il était un républicain avec une idéologie. Trump est devenu célèbre grâce à la réalité TV, la télé-réalité, où il a joué une version de lui-même. Pendant 14 ans, cette émission à la télé américaine, L'Apprentice, c'était très populaire, mais il est devenu une figure politique en 2011, quand il était le leader du Birther Movement, c'est-à-dire les gens qui ont insisté que Barack Obama était né au Kenya, il était musulman et donc il n'était pas légitime en tant que président. Donc, pour moi, la victoire de Trump est la fin du contre-coup envers Obama, qui a commencé avec l'élection d'Obama il y a 8 ans. Alors justement, on va revenir donc à Obama, mais d'abord, est-ce que c'est la victoire de Donald Trump, cette élection, ou la défaite d'Hillary Clinton? Parce que vous ne l'avez pas nommée encore. Certainement, elle était un candidat très faible. Et le fait qu'elle a perdu plusieurs États qui étaient gagnés par Barack Obama, c'est choquant. Parce que c'est rare pour un président, à la fin d'un deuxième mandat, d'avoir un taux de popularité si élevé que Barack Obama. Il est à 55% parmi les Américains. En 88, Ronald Reagan était au même niveau et son vice-président, George Bush, a gagné l'élection. En 2000, Bill Clinton était au même niveau. Al Gore a gagné la voix populaire. Hein? La Cour suprême a décidé de donner la présidence à George W. Bush, mais il y avait un troisième mandat. Donc, c'était attendu qu'avec la popularité d'Obama, Hillary Clinton peut gagner, en effet, un troisième mandat de la présidence Obama. Elle était une candidate très faible. Pourquoi? Parce qu'elle était détestée, parce qu'elle représentait justement cette élite. Vous l'avez dit, Donald Trump n'est pas un professionnel de la politique et a priori ça marchait, ça plaisait à une partie de l'électorat américain. C'est ce qu'on a reproché à Hillary Clinton? Il y a plusieurs problèmes avec Hillary. Tout d'abord, elle est trop connue en fait. Hein? Elle est sur la scène politique depuis 1992. Elle manque une certaine authenticité. Hein? Elle semble très artificielle, un personnage construit, un peu comme Al Gore en 2000. Vous avez l'impression que je ne connais pas qui est la vraie personne. Et je pense que c'est un don politique. Hein? C'est cette chose qu'on appelle charisme qu'elle manque, que Bill Clinton avait, que Ronald Reagan, Barack Obama. Ils sont tous très charismatiques. Et moi, malgré le fait que je déteste Donald Trump, le fait qu'il était si populaire à la télé depuis si longtemps est un signe qu'il a ce charisme, cet aspect authentique.
Oui, on a vu qu'il soulevait les foules lors des meetings. Mais est-ce que ce n'est pas aussi la fin d'une dynastie Clinton? Vous l'avez dit, elle était trop connue. C'est un système Clinton. Est-ce que les Américains, ils veulent autre chose aujourd'hui? C'est ce qu'ils disent avec cette élection? Oui, absolument. Je pense qu'elle n'était pas le candidat pour ce moment. Hein. Je pense que le succès de Bernie Sanders était un signe que les démocrates étaient prêts pour un nouveau souffle. Et elle ne représentait pas ça, mais elle était en contrôle du système électoral. Hein. Tous les engrenages du Parti démocrate, État par État, marchaient pour Hillary dans la concurrence contre Bernie Sanders. Et Barack Obama s'est beaucoup investi, hein. Il a mouillé la chemise, comme on dit, pour qu'on aille voter démocrate, qu'on aille voter Hillary Clinton. Vous l'avez dit, il est très populaire. Il n'empêche, est-ce que ça ne veut pas dire que son mandat finalement a déçu? Je ne sais pas, je ne sais pas. La carte électorale a changé profondément hier soir. Le fait que la Pennsylvanie, Wisconsin, plusieurs États que Obama a gagné, Ohio et Floride, Obama a gagné 2 fois. Donc, je pense que la déception n'est pas avec Obama. Je pense qu'il y a juste un manque d'enthousiasme pour Hillary Clinton. On doit voir les chiffres parce que je ne sais pas qui a voté dans quel niveau. Mais si les Afro-Américains n'étaient pas très enthousiastes, ça, c'est un signe qu'ils étaient plus liés avec Barack Obama qu'avec le Parti démocrate. Si les jeunes, les millennials, comme on dit, qui étaient très enthousiastes pour Bernie Sanders, si ils ne sont pas votés, ça, c'est un autre signe de la faiblesse de Hillary. Donc il faudra suivre ça avec attention. Alors c'est vrai qu'il y a déjà eu quelques manifestations ponctuelles pour protester contre l'élection de Donald Trump. Est-ce que vous avez peur que ça exacerbe les tensions, notamment qu'il y ait peut-être une parole raciste qui se révèle? Est-ce que ça, vous le redoutez? Oh non, je pense qu'il y aura une époque très conflictuelle maintenant dans la politique américaine. Et Donald Trump n'est pas quelqu'un qui normalement calmer les gens. Dans son discours, oui, dans son discours ce matin, oui, c'était ça qu'un président doit faire. Donc, j'espère que peut-être il va rester dans ce cadre-là. Mais en tant que citoyen américain, je connais Donald Trump depuis les années 80. Quand j'ai vécu à New York, hein, c'est dans cette époque-là où il est devenu célèbre. Il y avait un crime en 89 à New York, un crime affreux. Une jeune banquière était violée et laissée à mourir dans Central Park. Il y avait 5 jeunes hommes noirs qui étaient accusés. Finalement, ils étaient exonérés. Mais Donald Trump, il a acheté une lettre, toute une page dans le New York Times. C'est très cher pour attaquer les Noirs suspects. Et il a parlé de sociologues qui disaient qu'il faut essayer de comprendre la criminalité. Il a dit, je n'ai pas envie de comprendre, j'ai envie d'haïr. Et d'une certaine façon, ça pouvait être le slogan de sa campagne. Il y a tellement de la rage, de la colère. Son programme est vague jusqu'au point de l'incohérence. Hein, il touche juste les émotions les plus violentes. Il encourageait la violence dans ses grands meetings. Il a dit, j'ai envie de casser la gueule de cette personne. Donc, je pense qu'il est quelqu'un qui peut toucher le détonateur hein, dans une situation déjà explosive. Mais cette colère, elle existe aussi, puisque ceux qui ont voté, ou celles qui ont voté pour Donald Trump, c'est cette classe sociale déclassée qui entend ce slogan « America First », qui veut y croire. Cette colère-là, est-ce que vous l'avez assez entendue? Est-ce que les politiques l'ont assez entendue? Même est-ce que les médias l'ont entendue? Puisqu'ils ont l'air surpris aujourd'hui qu'elle arrive à ce succès de Donald Trump. Je pense que les médias américains a une partie de responsabilité, même culpabilité dans le phénomène de Trump. Depuis le lancement de sa candidature, les ratings, la popularité des émissions d'infos a explosé parce que Trump est si divertissant.
Et je pense que certaines chaînes aux États-Unis, ils étaient très heureux d'avoir Trump sur les ondes parce qu'ils avaient des spectateurs. Mais je pense qu'il y a un certain manque de critique vis-à-vis de Donald Trump, surtout avant les primaires, avant janvier. Et c'était juste, ah, il est divertissant, génial. Mais ça a normalisé ce candidat qui n'est pas du tout normal. Est-ce que vous êtes inquiet pour la communauté noire? Parce qu'on l'a vu, il y a eu beaucoup d'incidents, de violences ces derniers temps. On en a très peu parlé pendant cette campagne. Vous évoquiez l'attitude de Donald Trump. Est-ce que vous êtes inquiet? Oui, absolument. Et moi, je pense que il y a toute cette série dans les années récentes de violences des policiers contre les hommes noirs qui n'étaient pas armés. Mais l'incident le plus troublant pour moi était dans la Caroline du Sud, quand un jeune homme blanc a tué 9 Afro-Américains dans une église. Et ce qu'il a dit pendant le massacre, il a dit « Vous, les Noirs, vous êtes en train de prendre contrôle du pays. » Bon, qui était le président? Et donc, je pense que, encore une fois, Donald Trump est dans le contexte de ce contre-coup. Et c'est possible qu'on va avoir encore plus de la violence parce que maintenant, il y a une certaine approbation de la colère contre Obama et, par extension, contre la communauté noire américaine. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de réactions, effectivement, toutes les réactions des grands de ce monde. François Hollande, en France, dit que cette élection ouvre une période d'incertitude. C'est aussi, on sent que pour vous aussi, on va vers l'inconnu. Oui, c'est un terrain inconnu. Et le fait que Trump n'a pas un programme clair et lucide, tout est possible maintenant. Oui, il y a le Congrès quand même. Il y a le Congrès. Donc, dans le système américain, il y a la Cour suprême, il y a le Congrès pour diminuer le pouvoir du président. Mais dans le contexte d'une crise internationale, le président est tout seul. Donc, par exemple, en 62, le Cuban Missile Crisis, la crise de missiles en Cuba, en 62, il y avait un moment dans cette crise où il y avait, disons, 14 hommes dans une salle de conférence. Parmi ces 14 hommes, les plus hauts conseillers au président Kennedy, 12 hommes sur 14 étaient pour l'utilisation des armes nucléaires contre le Cuba. Il y a seulement 2 hommes dans la salle qui ont résisté. C'était John F. Kennedy et son frère Robert Kennedy. Dans une situation similaire, où le Congrès n'est pas là, la Cour suprême n'est pas là, c'est juste un président et ses conseillers. Si quelqu'un comme Donald Trump est conseillé de lancer une attaque nucléaire, on peut dire que c'est complètement possible. Trump a dit dans un meeting avec les autorités de la sécurité nationale, il a dit « Oh, si on a des armes nucléaires, pourquoi on ne peut pas les utiliser ?» Il a dit ça. Il ne comprend pas le concept de « mutually assured destruction ». Très bien. Merci Jake Lamar d'avoir été notre invité, de nous avoir fait donc partager votre analyse et votre ressenti de cette élection américaine, de cette victoire de Donald Trump. Merci. Merci.